Hello, un petit marché parlé. En tout cas, c'est comme ça que je le commence, c'est avec cette intention-là. Je vais reprendre le micro, je crois que me souvenir que c'est mieux comme ça. Alors on y va. J'étais en train de réfléchir à partir de, à partir des théories de Schopenhauer que j'ai pas fini vraiment de- d'étudier, mais enfin que je regarde comme ça, auquel je m'intéresse en ce moment. Et très rapidement, parce que je vais avoir besoin d'un mot de vocabulaire philosophique là. Schopenhauer il définit un concept qui s'appelle le vouloir. Et le vouloir pour lui c'est cette espèce d'impulsion, presque une impulsion de vie, hein. C'est ce qui nous pousse en tant qu'être humain à la génération, donc à faire des petits, à perpétrer l'espèce, etc. Et en fait ce vouloir là, bon bah, il est chez les humains, il est ailleurs, il est dans le vivant en général. Et il était là avant nous et il sera là après nous, quoi. Voilà. Et il y a des thèmes qu'il aborde pas du tout. Et puis, même les présocratiques, même tout un tas de philosophies qui sont arrivées avant Schopenhauer, puisqu'en fait j'étudie avec les cours de Michel Onfray un peu de philosophie comme ça, et il se trouve que c'est par ordre chronologique. Donc tout ce que j'ai pu voir avant, en tout cas ce que j'en ai retenu, ne va pas dans le sens des observations que j'ai en tête là. Et du coup, je voulais un petit peu les sortir de ce crâne et puis voir ce que ça donne. Alors, la première chose, c'est que on nous parle souvent dans l'histoire de la philosophie, c'est vrai chez Schopenhauer, mais c'est vrai aussi dans le Tétrapharmacon, donc philosophie vraiment grecque et ancienne. On nous parle du problème. On nous parle du, on en a fait un problème. Mais c'est là, je veux parler de la mort en fait. Voilà. Donc la mort, on en a fait un problème parce que effectivement, l'étape difficile, c'est d'avoir à mourir. Ça paraît assez évident pour tout le monde, on le comprend bien. Ça fait peur. Et puis ça a pas l'air très très intéressant vu comme ça. Et évidemment, ça excite un petit peu quand même la réflexion des philosophes depuis longtemps, hein. Des philosophes et des mystiques et des religieux, enfin de tout le monde quoi. Tous les gens qui se posent pour se poser des questions. Tous les gens qui rentrent dans le raisonnement. Et le délire, c'est que depuis très longtemps, il y a quand même une intuition que je partage, qui est que, au final, la mort n'est qu'un changement de l'agencement des choses qui nous constituent, donc des molécules, des protéines, tout ça. Et puis, même on va descendre plus loin, jusqu'aux atomes. Voilà, les transformations, la chimie fait que on échange de la matière avec l'univers et puis on va être recomposé. Et pour l'instant, on habite, ou on a l'illusion d'habiter, une composition qui est notre corps et puis une position dans l'univers qui est celle qu'on occupe maintenant. Et le problème est un petit peu résolu comme ça, quoi. Comme je vous l'avais dit un peu avant, c'est-à-dire, au final, quand on meurt, deux choses. La première, c'est que, a priori, avant qu'on naisse, on n'était pas dans un état qui était douloureux, enfin, duquel il y avait quoi que ce soit à craindre. Donc, a fortiori, il n'y a pas de raison que la mort, ça soit un état spécialement différent. Ça, c'est la première étape de la réflexion des anciens. Puis, il y en a une deuxième, qui est de dire, de toute façon, ce qui nous constitue intimement, ce qui fait partie de nous, eh bien, au niveau atomique, justement, tout ça, ça ne va pas se perdre, ça va durer encore des milliards d'années. Ça va être disséminé quand le soleil va exploser dans l'univers, etc. Enfin, c'est un truc avec des échelles qui dépassent l'entendement, carrément. Et même moi qui ai une imagination très vive et qui suis assez porté sur les grands nombres, à l'échelle de l'univers, on se rend bien compte que on peut pas en fait. On se fait toujours des petites représentations, mais c'est vraiment voilà, c'est l'échelle de l'univers, c'est comme ça. Faut vivre avec.
Et donc voilà, c'était un petit peu ce qu'ils en retenaient. Et moi je pensais, parce que je marchais et j'ai fait une espèce de marche symbolique, et je suis passé devant un cimetière, et il y avait une famille comme ça, qui soit elle avait fini de rendre hommage à leur défunt, soit elles attendaient le cortège pour l'accompagner jusqu'à sa tombe. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Maintenant on va pouvoir rentrer dans les côtés un peu plus sympas. Et donc je passais à côté de ces gens et puis je me disais mais toute cette philosophie, toute cette réflexion là, c'est bien beau, mais dans un moment comme celui-là, si tu faisais partie des gens qui sont en deuil, qu'est-ce que t'en aurais à faire quoi? Qu'est-ce que ça changerait à tes émotions? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Et puis je laissais mon esprit comme ça divaguer, partir un peu à la réflexion. Et je me suis souvenu d'un petit mot qui a été fait par un physicien, pareil, une occasion d'oraison funèbre, quoi. Ça a été fait pour malheureusement un enfant qui était décédé. Et je pense qu'un ami du couple qui avait perdu son enfant, eh bien, il était physicien, il avait écrit quelques lignes pour essayer un petit peu de les apaiser et de leur témoigner de l'amitié, bien sûr. Et dans ces quelques lignes, donc je m'en souviens plus. C'est pas quelque chose qui m'a qui fait partie de ma vie personnelle. C'est juste quelque chose que j'avais lu. Ce texte est apparemment, il est un peu connu. Et il dit en somme quelque chose comme le la durée d'existence du petit en fait, qui est de quelques instants. Il était peut-être mort assez vite après être né, malheureusement, je crois. Je connais pas les détails. Et il dit que ce physicien, qu'à partir du moment où il est né, à partir du moment où il a existé de la façon qu'on le conçoit la plupart du temps, c'est-à-dire être sorti du corps de sa mère, même si ça vient certainement avant ça, mais ça c'est la porte ouverte à des débats sur l'avortement, sur la sensibilité, sur l'existence, qui n'ont pas leur place aujourd'hui. Donc on va se consacrer plutôt à la partie acceptée, la partie usuelle, qui est une fois qu'on est sorti du ventre de la mère, une fois qu'on commence à vivre et une fois qu'on commence à réfléchir. Et il disait, en fait ce pauvre petit, il n'aura pas existé longtemps, et encore moins longtemps à l'échelle de l'univers, comme tous les êtres humains, il n'est pas une exception à ce niveau-là. Mais le simple fait qu'il ait existé a changé le cours de l'univers tout entier à tout jamais. Et ça c'est chaud. C'est chaud parce que ça veut dire que l'arrangement de ce petit enfant est sorti donc de l'arrangement de sa mère. Donc il y a eu une espèce de continuité intemporelle et immortelle d'atomes. Et là, il parlait vraiment à un moment donné d'une radiation. Si je me souviens bien du terme, c'est radiation. C'est pas une vibration, mais enfin on peut le comprendre comme on veut. Mais comme quoi la radiation en fait de son existence, c'est-à-dire alors une radiation que nous on perçoit tous les jours, c'est les radiations du spectre visible. On voit les choses, on perçoit la couleur, etc. Et donc la lumière, la chaleur, l'énergie qui irradie en fait de ce petit corps, qui est irradié de ce petit corps, elle est partie dans tous les sens dans l'univers en fait. Et l'idée c'est qu'elle a une portée infinie en fait. C'est-à-dire que l'onde de vie en fait qu'il a symbolisé, le déplacement voilà, de molécules et de rayonnements qu'il a provoqué, a changé à tout jamais la configuration de l'univers en fait. Et à nos échelles à nous, voilà, d'adultes ou de vieux ou de plus jeunes, etc. Voilà, la vie d'un enfant, ça peut paraître plus petit, mais à l'échelle de l'univers, c'est au moins aussi significatif. Et que du coup, voilà, le destin, notre destin à nous là actuellement, moi qui parle,
vous qui, vous qui m'écoutez en vous amusant pas trop, j'imagine, mais enfin avec attention. Ça nous a tous changé. Voilà, le simple fait que j'en parle a encore renforcé et relancé la dynamique du truc, puisque les arrangements qui sont dans mon cerveau, et puis les arrangements qui viennent d'être créés dans le vôtre, pour comprendre ce que je dis et pour lui donner du sens, ont été changés à tout jamais. Et il va y avoir comme ça un effet de domino qui va confiner à l'effet papillon. L'effet papillon, et ben je verrai si j'ai envie d'en parler un jour. On en parlera. Je crois qu'il y a des très grandes méconceptions sur la théorie du chaos. La théorie du chaos, c'est un univers. Parce que l'effet papillon, donc c'est l'idée que voilà, les causes et les événements se propagent de proche en proche et un événement d'importance mineure va être lié plus tard par une suite de causes et de conséquences plus ou moins évidentes et plus ou moins alambiquées, va conduire à des événements macroscopiques immenses comme alors l'exemple donné et connu c'est le battement d'une aile de papillon quelque part dans le monde qui à l'autre bout du monde va causer un ouragan. Bon, heureusement il n'y a pas suffisamment d'ouragans pour représenter cette théorie, donc l'exemple est con. Et quand l'exemple est un peu con, c'est généralement que la théorie qu'il y a derrière ou a été mal comprise ou elle a été mal expliquée. Et comme j'ai pas la compétence pour en parler, parce que c'est comme je vous disais, quoi, c'est un univers. C'est un univers entier, faut se plonger dedans, il faut comprendre le vocabulaire spécifique de cette partie-là des mathématiques, il faut comprendre comment ça marche. C'est un truc de fou et je perds pas l'espoir un jour d'y passer un peu de temps. Donc on verra si un jour on en parle. En tout cas, moi j'ai à peu près fini de marcher. Et donc je vais conclure en récapitulant mon message, puisque c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens comme ça, mais le message de base c'était que les gens qui ont les anciens philosophes quoi, qui parlaient de nos arrangements en parlent comme quelque chose de... En tout cas, c'est comme ça que je le perçois quand on m'explique ces théories-là. J'ai l'impression qu'on en parle comme quelque chose de restreint à l'échelle de notre corps. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que on a l'impression d'être conscient et d'être incarné dans notre corps, mais en réalité, notre onde qui se propage comme ça dans l'univers, notre onde d'existence est beaucoup plus grande. Et je crois pas que ça soit un concept qui ait été abordé dans la littérature classique et dans la philosophie classique. Donc ça a l'air de rien, ce petit abord, mais je crois que c'est assez intéressant et assez fondamental. Et du coup, en marchant, je m'étais dit, mais ça, tu vas l'oublier, Max. Tu vas l'oublier. Alors j'hésitais à faire une petite note, et puis je me suis dit, écoute, ça fait un moment que tu as envie de relancer la dynamique du marché parlé. Et donc on va s'y mettre. Donc l'idée, elle est là. L'idée, c'est qu'on n'est pas simplement notre arrangement d'atomes qui constitue notre corps. On est également un arrangement d'atomes qui s'étend dans l'univers en fonction du temps. Là aussi, voilà, le temps, sujet univers. Faudrait s'y plonger. Mais dans la conception qu'on a, vous et moi, puisque c'est des gens qui m'écoutent en français, peu de chances qu'on ait des gens qui ont vraiment un esprit asiatique ou autre. Donc le temps pour vous et moi, c'est une flèche avec un cours. Et puis ça va d'un point A vers un point B, et ça va dans une seule direction. Et avec un rythme qui est à peu près régulier. C'est pas partout pareil. Le temps n'est pas perçu pareil partout. Des imbéciles vous diront que le temps des Indiens ou le temps des Indiens d'Inde et des Asiatiques est plutôt cyclique. Non, ça c'est des... faut pas les écouter ces gens-là, ils sont un peu abrutis. Non, parce que si on pousse vraiment la réflexion, c'est jamais cyclique. Absolument jamais. Le temps, tout comme la position des planètes dans le système solaire, c'est quelque chose de spirale, en fait. Il y a quelque chose qui se passe dans l'univers qui fait que la spirale est une figure très importante. On le sait par l'ADN, mais également dans le mouvement. Il se passe un truc.
Alors effectivement, quand on le modélise sur des plans ou sur des trucs comme ça décrit des cercles. Mais ces cercles ils bougent en fait, puisque bah, même notre soleil bouge, donc on a beau tourner autour du soleil, si le soleil bouge, bah, ça va faire une spirale. C'est même encore plus compliqué que ça, avec des figures encore plus intriquées. Mais l'idée c'est l'idée de la spirale. Et en fait l'idée de la spirale on dit, on part d'un état A, on va faire tout un tour comme ça, on va passer par l'état B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc. On va faire tout l'alphabet. Donc ça peut représenter les saisons, voilà, on fait printemps, été, automne, hiver, etc. Et on va revenir à un état A', mais jamais on va revenir à l'état A. L'état A', c'est là où c'est hyper important, parce que si on part dans les philosophies asiatiques, on a l'impression qu'on revient exactement à l'état A en fait, et que donc on est prisonnier d'une boucle. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, on revient à un état A'. Donc A', c'est un peu comme A, mais un peu différent, parce qu'il y aura eu toutes ces incarnations, où il y aura eu toutes ces saisonnalités, etc. Et on va revenir effectivement à un printemps de nouveau. Et ce sera comme ça, et l'idée c'est que ils ont poussé la réflexion jusqu'à dire que bah, l'univers entier dans sa structure était plus ou moins comme ça. Et également qu'il n'avait pas de début ni de fin. Mais ça c'est voilà. Ça c'est pour moi, vous le mettez sur la note, c'est cadeau. Euh, je vous embrasse. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Et puis à bientôt peut-être. Et éventuellement, big up à tous ceux qui voudraient parler. La bise.